Bienvenue sur le podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on décrypte le passage de notre monde au Web 3 pour en comprendre les enjeux et leurs impacts sur notre vie et celle de nos entreprises. Nous voulons que vous profitiez de ces changements plutôt que vous les subissiez. On part alors à la rencontre de tous les acteurs majeurs de cet écosystème. Très bon épisode à tous. Bon, Gabriel, bonjour, comment ça va ? Salut Antoine, ça va très bien et toi ? Ça roule, je suis hyper content d'être là. Déjà, on est dans un très bel appartement. Merci beaucoup. Ce que j'aime bien demander à mes invités quand je les rencontre, c'est d'abord de se présenter. Et puis souvent, ce qu'on aime faire, c'est de leur demander de se présenter sans parler de leur activité pro. Pour commencer. Voilà. Qui est Gabriel Mamoumani dans la vie ? Ok, bon alors Gabriel Mamoumani dans la vie, c'est un papa de 5 enfants, de 5 petites filles. Ma grande a 10 ans, ma petite a 1 an. Donc je suis vraiment un père de famille. Ouais. Passionné par plein de choses. Passionné de culture en général, passionné de littérature, de films, d'expositions, et donc je m'enrichis énormément de la culture en général pour mes activités créatives. Ouais. Et c'est ça l'idée, c'est de vraiment de me servir de toute la culture que je peux accumuler comme ça, lire et voir pour donner du sens et de la profondeur à mes activités créatives. Ok, donc t'es un créatif. Ouais, oui, clairement. Et un passionné de culture. Ok, intéressant. Écoute, ce que je te propose, moi je structure l'entretien de la manière suivante. On va parler de ce pourquoi je suis venu te voir d'abord, donc Panda Dynasty, ce que tu as fait autour des NFT, et puis après on parlera un peu plus justement de ton parcours, peut-être en quelques questions, savoir un petit peu comment t'en es arrivé là. Je te propose de nous présenter Panda Dynasty en quelques mots. Quand on se rencontre en soirée ou je sais pas où, comment tu présentes ça ? Bon, Panda Dynasty, c'est une collection NFT. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'explication la plus directe et la plus cash. Donc c'est une collection d'NFT qui a été créée pendant l'été 2021. C'est-à-dire que c'était la mode, ça s'appelle le NFT Summer. Donc c'était la mode des collections Profile Pic, photos de profil. Donc ça c'est la première partie. Bon, c'est une collection NFT qui a eu un succès un peu fulgurant puisqu'en fait il y en a eu plein, mais la différence entre notre collection et les autres, c'est la vitesse. C'est qu'en fait, en à peu près 3 semaines, on a été capable de tout créer. Donc, c'est ça le gros succès Panda Dynasty, c'est la vitesse avec laquelle on a été capable d'exécuter. Et aujourd'hui, c'est le après une collection Profile Pic, une collection photo de profil. Comment on crée une série d'utilités associées à cette collection ? Comment on fabrique une communauté qui va rester avec nous sur le long terme et qui va nous suivre sur la construction du projet autour de la photo de profil. Et on est extrêmement modeste parce que on est toujours dans une démarche de test, toujours une démarche d'apprentissage et de création de contenu plutôt orienté jeu, jeux vidéo hyper casual pour animer cette communauté et l'embarquer avec nous sur le long terme. Ok, ouais. Donc c'est intéressant. Tu dis la rapidité. Moi, je t'ai découvert via une conférence que tu avais donnée chez Stéphane Boucris. Et tu disais que tu étais un peu arrivé là-dedans, pas par hasard, mais sans trop savoir ce que tu faisais. Ouais, absolument. Est-ce que tu savais ? Moi, je m'étais noté comme première question. Est-ce que tu sais pourquoi les NFT en sont arrivés là en 2020, 2021, quelle a été l'explosion, pourquoi ça a cartonné d'un coup ? Mais est-ce que toi, tu y es allé par curiosité ou tu savais qu'il y avait une hype autour du NFT et tu t'es dit je vais tenter un truc ? Bon, moi, je n'y connaissais strictement rien. C'est pas un secret. Même en crypto, c'est-à-dire que j'écoutais, je connaissais comme un peu tout le monde, j'en entendais parler. D'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'en réalité, quand le Bitcoin y baissait, j'étais assez content en me disant voilà, c'est un truc. Ouais. Moi j'y suis jamais rentré, tant mieux quoi. Allez. Là l'Ether il a perdu 50%, je suis bien dégoûté. Donc ça a beaucoup changé mon rapport à tout ça. Donc en fait non, moi je suis un entrepreneur du web avec cette dimension créative, donc très orienté produit en fait. Je suis mauvais dans l'aspect agence parce que j'aime pas passer d'un projet à l'autre. J'aime bien approfondir, être focus sur un projet et vraiment lui donner de l'épaisseur, de la profondeur. Donc c'est plutôt ce genre de projet moi qui m'intéresse, c'est d'aller loin dans un projet et vraiment rentrer en profondeur à l'intérieur. Donc moi ça fait 15 ans, donc j'ai commencé en 2006
2006 à créer des boîtes sur Internet. Ma première boîte, c'était une société d'advergaming. Je faisais des jeux vidéo publicitaires. Beaucoup sur Facebook. J'ai été parmi les premières agences à créer des jeux sur Facebook, à connecter. Alors à l'époque, c'était vraiment des trucs d'hommes préhistoriques, mais je créais des jeux Flash. Ouais. Auquel j'ai dû jouer. Voilà. Et je créais des jeux Flash, casual game. Ça s'appelait le social gaming à l'époque. Tout le monde en parlait, maintenant ça intéresse plus personne. Que je branchais au Facebook Graph. Donc c'est-à-dire c'était les premiers jeux sociaux publicitaires. J'en ai fait plein pour des grandes marques, pour des sociétés, en partenariat avec des agences aussi. Ensuite, j'ai compris que c'était une mode qui petit à petit s'étiolait. Et j'ai compris la puissance de ce nouveau marketing qui est un marketing à la performance. Donc j'ai fait beaucoup de marketing à la performance, d'achat d'espace, mais avec un objectif de rentabilité. On appelle ça de l'arbitrage publicitaire. Ça, j'en ai fait ma spécialité. Et donc, c'est vraiment les deux compétences, le côté créatif via l'agence d'advergaming et le côté performance via l'arbitrage publicitaire, qui a fait me dire que pendant l'été dernier, quand j'ai entendu parler des NFT, j'avais ce qu'il fallait comme compétence pour réussir à dérouler tout ce qu'il fallait pour qu'une collection fonctionne. Et donc en fait c'est comme ça, c'est quand en fait un copain m'a appelé en me disant il faut qu'on fasse un drop NFT. J'ai réfléchi quelques jours et je me suis dit on est bon. On peut le faire en fait. Et donc en fait voilà exactement. C'est d'ailleurs très important la crédibilité dans ce genre de projet. Et donc en fait on a déroulé à partir du 15 août dernier, on s'est dit allez, on va le faire, on va se lancer là-dedans. OK. Ouais, donc c'était pas non plus de l'innocence, tiens les NFT, j'ai vu ça dans la presse, vas-y, je vais en faire une collection. C'était tu savais que tu avais des skills qui te permettaient de faire quelque chose de crédible quoi. D'ailleurs, depuis, j'ai été contacté par pas mal de Français en général parce que c'est un monde où tout le monde se parle, tout le monde essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne, comment ça marche, comment on peut faire cartonner une collection. Et j'ai souvent identifié ça comme un gros manquement dans les projets français, c'est que il y a un focus sur l'art, on appelle l'art, mais bon, c'est la représentation, quoi. Voilà, l'illustration, quoi. Mais en négligeant l'aspect marketing et l'aspect acquisition. Et en réalité, c'est pas 80-20. L'art vaut 80 et l'acquisition vaut 20 dans la réussite d'un projet, c'est plutôt l'inverse. Ce que tu appelles l'acquisition, c'est la roadmap ou ça n'a rien à voir encore? Non, l'acquisition. Alors l'acquisition, c'est un terme qui moi me paraît naturel, mais en fait c'est l'achat d'espace, c'est le trafic, c'est comment on va faire venir des gens d'un point A à un point B. Et en l'occurrence, le point A, c'est Twitter et le point B, c'est Discord. En fait, moi j'ai une vision de ces projets NFT qui est une vision très très marketing, qui en fait consiste à dire que ton image, en fait, c'est ta bannière publicitaire. Oui, bien sûr. Donc, en fait, le truc, c'est que tu vas créer du contenu pour faire drainer des gens d'un point A, qui est des médias sociaux, et en particulier Twitter. Moi, je crois énormément à Twitter. Avant Elon Musk. Ouais. Et Twitter rebondit avec Web3, j'ai l'impression, et avec plein de choses. Absolument. Ouais. C'est un réseau social qui est là et à regarder avec beaucoup d'attention parce que l'audience, elle est hyper qualifiée. Et les mécaniques, elles sont hyper intéressantes. Et donc ce point A, c'est Twitter, et le point B, c'est Discord. Et donc en fait, ton NFT, l'image de ton NFT, c'est que la bannière publicitaire, le contenu qui va te permettre de drainer des gens de Twitter à Discord. Ouais, ça c'est hyper intéressant ce que tu soulèves. On reviendra sur le projet en question après, mais ça veut dire que en fait, ce que tu dis toi, c'est que dans une collection NFT aujourd'hui, plus important que la roadmap ou l'image, l'art derrière, il y a d'abord l'acquisition qu'il faut savoir maîtriser. Et toi, en fait, c'est pas ton image de marque, enfin ta marque personnelle que tu as utilisée, ou enfin c'est ça que tu as utilisé, pardon, ou c'est plutôt que tu t'es dit OK, je sais comment faire pour emmener ces gens de Twitter vers Discord. Donc je développe une stratégie autour de la collection, pas juste suivez Gabriel Mamoumani parce que vous le connaissez, vous savez qu'il fait des choses bien dans son passé, quoi. Au début, on n'était pas dox, on faisait comme tout le monde, donc j'existais pas. C'était vraiment le panda qui était face à la communauté, et c'était pas Gabriel ni son audience. D'ailleurs, les gens qui ont une audience, les IP, comme disent les Américains, quoi, les propriétés intellectuelles, donc les marques qui ont déjà une audience,
c'est évidemment un catalyseur absolument fantastique pour penser une collection NFT, puisque le plus dur est fait en fait, c'est l'audience le plus difficile. Donc non, en fait, moi j'ai créé le projet vraiment de bout en bout, de A à Z, mais avec cet état d'esprit marketing depuis le début. Donc la collection, elle était là pour drainer du trafic. La roadmap, elle a aussi été conçue pour convaincre les gens et créer du trafic. Le site internet, tout ce qu'on a produit en fait n'était qu'un prétexte à la constitution du trafic. Ça c'est la première étape. Je dis pas qu'un projet NFT c'est ça, parce que le projet NFT, je pense maintenant avec 9 mois de recul, c'est plutôt ce qu'il y a après qui est intéressant. Bien sûr, mais en tout cas pour réussir un drop, la condition sine qua non, c'est vraiment d'être capable de drainer du trafic et de faire une acquisition de trafic la plus importante et qualifiée possible. Construire une communauté. Ouais, absolument. Ok. Et donc toi, construire une communauté, c'est deux choses. Construire une communauté, c'est évidemment l'animer, de l'engagement, des prétextes de participation. Parce que c'est très très important. C'est bien ça quand on pense communauté, c'est quelles sont les interactions et comment on va avancer dans cette communauté-là. Mais avant tout, c'est une audience. C'est comment on va créer cette audience. Et il faut pas des centaines de personnes. Il faut plusieurs milliers de personnes. Et d'ailleurs, je remarque que c'est quand même un des succès de Panda Dynasty, c'est qu'on a un nombre de holders qui est assez élevé. On a commencé avec 4500 holders, 4500 clients. Et pour une collection d'NFT aux alentours de 8000, c'est vraiment une très très belle performance. Les très très grosses collections, elles ont aussi à peu près ce rapport-là de 1 à 2 entre le nombre de holders et le supply de la collection. Ok, intéressant. Ça veut dire que quand tu as droppé, donc je réexplique un peu pour les gens qui nous écoutent, un drop, c'est le moment où tu délivres ta collection. Et est-ce que les gens vont acheter ou pas basé sur ta roadmap, donc ce que tu leur as promis. Et d'ailleurs, toi, c'était pas encore le cas. T'avais pas promis de projet derrière. T'avais plus promis, je sais pas moi, la hype autour de. Si, il y avait un projet. On avait déjà construit des mécaniques de gaming en fait très tôt. Moi, j'avais pensé à deux choses au démarrage pour la roadmap. J'avais compris. Mais ça, c'est vraiment une intuition initiale qui vient aussi de mon histoire personnelle. Mais j'avais compris que l'idée, c'était de créer des licences, type Pokémon. Et d'ailleurs, ils se moquaient de moi dans ma communauté au début. Quand je parlais de Pokémon, ils disaient de quoi tu parles. Et au final, maintenant, tout le monde en parle. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de créer des collections qui sont associées à des personnages qui eux-mêmes sont associés à une histoire. Sont des histoires souvent de reprises des mondes chevaleresques. Donc c'est Pokémon, c'est Dragon Ball. C'est vraiment cet esprit-là. C'est Yu-Gi-Oh! Exactement. Donc c'est des personnages qui évoluent, qui se combattent et ce genre de choses. Donc qui viennent aussi beaucoup de la mythologie grecque. En fait, ça a été une reprise des grandes épopées des personnages mythiques. Et donc l'idée, ça a été autour de mes pandas, de fabriquer une histoire. Donc on a commencé avec un comic. Donc ça a été vraiment le support média pour pouvoir raconter notre histoire. Donc il existe le comic, c'est une grande histoire de pandas qui ont été malmenés par l'humanité et qui prennent leur revanche. Et là du coup tu fais appel à un artiste. En fait, l'artiste qui s'est occupé des NFT, des illustrations des NFT, et l'artiste qui nous suit depuis le début et qui a créé à la fois le contenu pour le comics et pour les jeux. Donc en fait, dès le début dans ma roadmap, l'idée c'était de créer des jeux. Et donc on a créé plusieurs jeux. Là on est à notre 8e jeu, qui est vraiment la promesse de l'utilisation du NFT au sein d'un univers digital, qui est un univers d'une série de mini-jeux qu'on est en train de délivrer. Ok, c'est passionnant. Et est-ce que le nom de l'artiste a eu une importance dans l'acquisition? Non, absolument pas. C'est un petit génie, notre artiste. On l'adore. C'est une petite. Mais vous misez pas votre stratégie sur sa. Non, c'était pas c'était pas le nom de l'artiste qui a fait la vente. C'est une artiste super qui vit en Espagne, à Malaga, et qui s'occupe vraiment de tout notre univers. Donc au-delà des traits, de la collection, des pandas, tout ça, elle s'occupe vraiment des jeux, du comics, de toute la production sur Twitter, parce qu'on crée énormément de contenu sur Twitter. On est vraiment organisé comme un studio de production. Et donc tout ça, c'est notre artiste qui crée tous ces contenus-là. Alors c'est intéressant, tu viens de dire donc ça veut dire qu'il y a une équipe derrière. Bien sûr.
aujourd'hui, que ça représente créer une collection comme ça, comme Panda Dynasty, ça représente combien de personnes et tu dis on a bossé en août, on l'a sorti en 3 semaines. Est-ce que l'équipe s'est formée après ou est-ce que dans ta tête, quand vous avez commencé à vous dire ok, on drop une collection, on va avoir besoin de devs, j'imagine, pour créer des jeux. T'as des développeurs qui travaillent avec toi, t'as un artiste, tu viens d'en parler, une artiste, pardon. Il y a Gabriel Mamoumani, il y a plein d'autres gens. Ouais. Ça représente combien de personnes Alors la collection, on était 5-6 personnes au moment de la collection, et là depuis on est une douzaine, donc on a doublé. Alors c'est quoi les grands pôles entre guillemets, donc la partie première, c'est la partie donc illustration. Donc là, on a on a une illustratrice qui s'occupe vraiment de toute la production. La deuxième partie, c'est une partie technique. Donc au-delà du web traditionnel, donc il faut quand même du dev pour faire le site internet, pour faire les bases de données, ce genre de choses. Il y a une dimension crypto, blockchain, qui est hyper importante. Donc la partie minting, qui est pas complexe, mais qui a à comprendre entre les wallets MetaMask et les sites internet, puisque les gens achètent sur le site internet et non pas sur les marketplaces les NFT au premier marché. Ensuite, il y a une dimension smart contract qui est beaucoup plus complexe. Donc là, c'est du solide. D'ailleurs, le langage d'Ethereum, ça s'appelle Solidity. Donc, il y a une mise à jour des développeurs traditionnels pour pouvoir comprendre les mécaniques de smart contract. Et avocat dans ces cas-là ou pas? Ou pas la peine? Pour le smart contract? Ouais. Non. À ce moment-là. Non, puisqu'en fait, le smart contract, au-delà du côté contract, c'est vraiment les mécaniques qu'il va y avoir entre le NFT, les royalties, la collection, le supply, enfin c'est très technique quoi. C'est comment tu vas constituer ta collection, comment tu vas organiser ta collection et comment tu vas déterminer toutes les grands chiffres de ta collection en fait. Donc le supply, le min price, les mécaniques de royalties, de rétribution entre les différentes parties prenantes du projet. Donc donc l'art, la technique, donc le marketing, l'acquisition, ça c'est moi qui m'en suis occupé avec une grosse compétence Twitter à comprendre. Et ensuite, on avait une équipe de modérateurs sur Discord qui se sont occupés d'animer la collection vraiment 24 heures sur 24, pas de la collection, excuse-moi, la communauté, 24 heures sur 24 sur Discord en créant un maximum de jeux, on appelle nous des fêtes, donc c'est-à-dire des moments où on se retrouve et on s'éclate sur Twitter tous ensemble avec la communauté. Donc voilà, il y a 4 grandes compétences qu'il faut mettre en place pour qu'une collection fonctionne. Ouais. Hyper intéressant. Et donc c'est toi qui a créé en fait l'acquisition. On en avait un petit peu parlé si on parle argent. Alors on n'est pas obligé de donner des chiffres, mais aujourd'hui c'était plutôt. Tu disais que c'était pas ce qui t'avait coûté le plus cher l'acquisition, dans le sens où c'était du temps homme, le tien. Si, c'est quand même ce qui a coûté le plus cher. Ah ouais? Oui. Ok. C'est tout le reste, la production. Ouais. Je me rappelle, moi, à l'époque où je créais des jeux publicitaires, c'est une des choses aussi que j'avais bien comprises à cette époque. J'avais un board de conseils, d'advisors. Et ils m'ont bien fait comprendre que la production, le jeu, c'était l'épaisseur du trait par rapport à une campagne marketing. C'est-à-dire que le jeu lui-même, la production, le contenu, n'est que le prétexte à l'opération, et que le gros de l'effort et du budget, il doit être dans l'achat média, dans l'achat d'espace. Et c'est exactement, c'est quelque chose qui m'est resté en fait dans toute ma carrière entre guillemets. D'accord. C'est que toute la production, elle doit être le véhicule d'un achat média qui va faire qu'il va y avoir une très très grosse audience qui va venir. Et ça a été exactement pareil dans Panda Dynasty. C'est vraiment le côté achat média qui est un peu particulier sur Twitter, puisqu'on n'a pas le droit de faire de PPC, de pay-per-click. Tout se fait à travers des influenceurs. C'est ça qui a sollicité le plus gros des efforts. Ah, hyper intéressant. Ok, donc j'avais mal compris en effet, parce que je sais pas si je peux redonner quelques chiffres bien que sûr, tu avais donné en conférence. Mais en gros, t'as vendu 9000 pandas, ça fait un chiffre d'affaires de 1 800 000, et tu me disais que l'acquisition représentait une 50aine de milliers d'euros.
en gros. Ou Non, plus, un peu plus, ouais. C'est, okay, c'est des centaines de milliers d'euros. C'est des centaines de milliers d'euros. Ok, alors j'ai mal compris ou alors j'avais dû poser la question différemment. Mais ok, d'accord, intéressant parce que moi je me suis dit, ok, le mec en fait maîtrise tellement la communauté et Twitter et que il s'est démerdé pour créer du trafic tout seul avec ses 10 doigts et son PC quoi. Bon, alors, pour être tout à fait honnête, il y a aussi une question de moment, c'est-à-dire qu'on était à un moment parfait. On était vraiment là au bon moment quand il fallait, assez tôt, donc c'était plus simple. Ça vraiment, c'était les campagnes d'influence que j'ai fait à ce moment-là, c'était comme dans du beurre, quoi. Donc c'était hyper intéressant de contacter des influenceurs pour parler de ton projet. Il y avait peu de projets quand même relativement à l'époque, donc dès qu'ils voyaient une illustration qui qualifiait de dope à cette époque, et ben ça drainait du trafic immédiatement. Mais il a bien fallu quand même payer tous ces influenceurs là, parce que voilà, faut pas être naïf. La plupart des personnes qui parlent de projets sur Twitter, en réalité derrière le projet les a contactés, et les a payés. D'accord. Les a sponsorisés, quoi. Ouais, très intéressant. C'est des tweets sponsorisés. Et c'est quoi? C'est tu les sélectionnes en fonction de leur secteur. Ouais. S'ils sont influenceurs du coup dans le Web 3, j'imagine. Ou dans le gaming et puis en fonction de la taille de leur communauté, ça se chiffre comment un influenceur? C'est hyper compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué parce que d'abord c'est un monde de scammers, c'est-à-dire que je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas la grande majorité ont des faux suiveurs, donc faux followers. Bien sûr, ouais, des bots, donc tout est très très difficile à manipuler. Donc l'idée c'est il y a des outils pour essayer de déterminer le bon grain de livret. Donc, quels sont les bons influenceurs qui ont des vrais followers, quels sont ceux qui ont 90% de faux. J'ai découvert plein de choses. D'abord, c'est intéressant ce que tu dis. Non, ce n'est pas autre chose que des influenceurs crypto qu'il faut sélectionner. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir beaucoup d'influenceurs généralistes traditionnels. Je suis allé voir beaucoup d'influenceurs gaming et hardcore gaming. C'est pas l'audience. Ok. Donc en fait, même si ton NFT tourne autour du gaming. Absolument. Okay. En fait, ce qu'il faut réussir à cibler, ce sont ce qu'on appelle des crypto-enthousiastes. Et donc il faut vraiment réussir à convaincre, alors je vais utiliser leur terme, des OG, donc original gangster, ou des early, ou des degen, des dégénérés, quoi. C'est vraiment les crypto de la première heure, les crypto enthousiastes de la première heure qu'il faut réussir à cibler, parce que c'est eux qui vont faire l'amplification du message. C'est eux qui vont être assez actifs pour faire l'effet de boule de neige qui va permettre de faire la vente. Les autres. Ouais. Absolument. Et l'audience grand public, elle arrive vraiment dans un deuxième temps. C'est pas eux qu'il faut cibler au démarrage. C'est d'ailleurs pour ça que c'est plutôt Twitter et pas Instagram qu'il faut travailler, en tout cas au début, parce que sur Instagram, il y a des acheteurs de crypto, mais c'est la deuxième vague, c'est la deuxième génération, et c'est pas des personnes qui vont être la caisse de résonance, d'amplification, qui permet le fait de faire l'effet boule de neige pour réussir à vendre une collection. Ok, c'est passionnant. Donc pour toi, en fait, le cœur quand même du début du trafic, c'est Twitter et Discord. Enfin, faire venir les gens de Twitter à Discord. Après, le reste, une fois que tu as convaincu les early adopters et les crypto-enthousiastes qui sont sur Twitter, tu pourras aller faire de la campagne sur Insta, sur d'autres réseaux pour aller chercher les autres, quoi. Absolument. Ok. Et les gens actifs sur Discord qui connaissent les codes, ceux qui vraiment ont cette volonté de participation en mode coproduction à un projet qui est quand même le cœur d'un projet NFT, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est que c'est pas un projet comme les autres, c'est très très particulier. C'est des projets ultra communautaires qui sollicitent beaucoup la communauté dans la production et dans les décisions de la construction du projet. Donc pour faire ça, il faut absolument avoir des personnes qui se sentent hyper impliquées, et ça c'est pas les personnes d'Instagram, c'est plutôt les personnes de Twitter. Ouais, ok. Fascinant. Donc si je récapitule, on a Panda Dynasty, au mois d'août, t'as un pote qui te parle de dropper une collection NFT, tu réfléchis un peu, vous droppez
Panda Dynasty, bon, je te demande pas pourquoi les pandas, ça va avec la communauté et ton artiste, j'imagine. Bah, en fait, si, c'est intéressant, c'est que en réalité, l'idée, c'est de réussir à créer une relation émotionnelle entre la communauté et le projet lui-même. Donc, il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il y a eu une recherche là-dessus. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que, alors après, on a essayé de créer un monde, on a créé des codes, une cohérence, et pour ça 8888 parce que ça fait référence à l'animal chinois qui est le panda, et le 8 et le chiffre de chance des Chinois. Donc tout ça, on a créé, voilà, l'idée c'était de créer un monde, un univers, un univers. Limite, il pourrait y avoir un animé qui en découle. Absolument. C'est typiquement, d'ailleurs, les Apes, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont lancé, ils ont parlé d'une trilogie de séries animées qu'ils vont créer. Donc oui, c'est tout à fait l'idée. Et donc le panda, c'est vraiment ça, c'est l'animal qui allait créer assez de réaction émotionnelle au moment où on allait le montrer pour que justement, toujours avec ce point de vue marketing, on allait réussir à amplifier les messages par l'activité sur Twitter des différents posts qu'on allait mettre en place. Ok, ouais. Et du coup, le projet, tu vois, tu disais là à l'instant, on peut créer des animés, il y a encore plein d'autres choses qui peuvent venir. Il est voué à vivre éternellement? Ou pour toi il y aura une fin à un moment, c'est-à-dire que t'as le projet autour de Panda Dynasty, il y a un moment où il faudra dire ok, on passe à un autre projet, merci la communauté, on s'est bien amusé, ou eux vont le faire vivre. C'est quoi la roadmap en fait finalement à long terme, à très long terme? La vision longue. Bon, c'est une question difficile. Moi, ma volonté, c'est de réussir à le faire vivre le plus longtemps possible, parce que je pense que c'est à la fois passionnant en termes de mécanique, mais aussi en termes de construction de licence et d'univers, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire moi dans ma vie. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans avec autant de passion. Mais en fait, il y a des choses terribles, quoi. Il y a cette histoire de floor price qui fait que quand ça baisse, ben plus personne n'y croit. Il y a une difficulté dans la hype qu'on va maintenir auprès de la communauté et auprès des différents acteurs qui pourront participer au projet. Il y a aussi une dimension d'utilité. En fait, c'est que c'est très très compliqué de définir comment on va utiliser ces NFT dans les mondes virtuels et dans les jeux. Là aujourd'hui, nous, on a une première phase qui est une phase de chasse au trésor. On a appelé ça une chasse au trésor. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir accumulé un trésor avec à l'intérieur des NFT de collection complémentaires, avec aussi pas mal d'Ethereum à l'intérieur de ce trésor, qui sont en fait les royalties au second marché, qu'on a directement intégré dans ce trésor-là. Donc là, on est aux alentours de 6 Ethereum. Ça faisait 25 000, 30 000 $ à l'époque. Maintenant, ça a quasiment divisé par 2. Mais on y croit à l'Ether, donc pas de problème. On y croit. Et donc là, en tout cas, la première phase, c'est d'avoir créé une série de mini-jeux qui vont consister à permettre à tous nos joueurs, à tous les personnes membres de la communauté, de gagner une partie de ce trésor avec des mécaniques de gamification qu'on a énormément mis en place. Donc en fait, notre idée, c'est pas de faire un jeu, mais c'est de faire une série de mini-jeux. On appelle ça de l'hyper casual gaming, parce que les crypto-enthousiastes dont on a parlé sont pas des hardcore gamers, mais sont des gens très très avertis sur Internet, donc très susceptibles de jouer à ce genre de mini-jeux. Et donc en fait, en jouant à ces mini-jeux, ils accumulent des tickets de tombola, des tickets de loterie, et avec ces tickets, ils vont avoir des chances d'être tirés au sort pour gagner des parties du trésor qu'on va régulièrement envoyer à la communauté. Donc vraiment, l'idée, c'est de créer une animation, une cour de récréation dans laquelle les gens, une sorte de kermesse, j'ai pas peur de ces mots parce que c'est vraiment des choses qui nous ramènent à l'enfance, mais c'est l'esprit. Et c'est l'esprit Web 3, je sais pas, mais en tout cas NFT, absolument. Gaming, c'est l'esprit NFT à 100%. C'est vraiment le retour des gens nés dans les années 80 à leur enfance, en fait. C'est un peu ça le Web3. Et donc, en fait, on va lancer le dernier jeu de la série de la chasse au trésor. Les gens vont accumuler des tickets de tombola. Et donc, en fait, ensuite, on va tirer au sort très, très régulièrement pour offrir plein de choses, des NFT, du merch, parce qu'on a créé plein de merch, et aussi à la fois
des Ethers, mais aussi des Matic, parce qu'on utilise beaucoup la blockchain Polygon pour envoyer un maximum de cadeaux à notre communauté. Tiens, ouais, tu parles de différentes blockchains. Alors, il me reste 2-3 questions. J'espère que niveau timing, ça le fait. Il n'y a aucun problème, j'ai tout mon temps. J'ai vraiment 2-3. Et là, tu as soulevé un point intéressant, c'est les différents protocoles, enfin les différentes blockchains. Je me demandais, est-ce que ta communauté autour de Panda Dynasty te réclame, par exemple, de l'écologie dans le projet, d'utiliser des protocoles moins énergivores? Ou est-ce que c'est pas encore un sujet que les communautés réclament? Je vais être hyper honnête. Ouais. Non. Moi, j'ai compris que la communauté est une communauté de crypto-enthousiastes. Donc, il y avait intégré et digéré les problématiques écologiques liées à l'Ether et au Bitcoin depuis longtemps, et donc ils l'acceptent. Ça veut pas dire que ils sont contre les efforts que Ethereum va faire, et tout le monde est hyper bullish par rapport au fait que Ether va bientôt faire ce merge là qui va résoudre une grande majorité des problèmes écologiques liés au minting et au mining des Ethers. En revanche, c'est bien eux qui m'ont fait découvrir Polygon, non pas pour résoudre des problématiques écologiques, mais pour résoudre des problématiques de gas fee, puisque en fait, quand on airdrop, nous, en fait, on a envoyé beaucoup de NFT complémentaires à notre collection. Ils ont des pandas, mais ils ont aussi beaucoup de choses, des accessoires, des armes, des cartes qu'ils vont pouvoir utiliser dans des jeux qu'on va créer prochainement. Et donc, pour airdropper tous ces NFT-là, si on avait dû le faire en Ethereum, on aurait dépensé un argent fou, plus que le mint qu'on a réalisé. Ouais, j'ai connu les gas fees. Ouais, c'est ça. Donc, à l'époque, enfin à mon époque, c'est-à-dire il y a 6 mois, les gas fees sont montés jusqu'à $250-300 par mint. Là, aujourd'hui, ils sont peut-être aux alentours de $50-100, mais avec Polygon, on est aux alentours de c'est quelques dollars, quoi. C'est $2-3 par mint. Okay. Donc non, disons que on est allé chercher d'autres blockchains grâce à la communauté, non pas pour cet impact écologique qu'ils avaient en tête, mais plutôt pour résoudre les problématiques financières liées au minting et au gas fee. Ok, très clair. Top. Allez, 2 dernières questions, et une troisième très courte. La première, c'est le NFT. Aujourd'hui, au sein de l'univers Web3, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du NFT? Est-ce que tu as une idée? Toi, tu pressens quelque chose? J'ai parlé avec des gens, par exemple, cette semaine, qui me disaient, on va se prendre une D-hype en septembre, ça va prendre un petit crash, il va y avoir un tri qui va se faire au niveau des projets. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi les applications futures du NFT? Où est-ce qu'on va? Bon, c'est une super question. Évidemment, j'ai pas de réponse toute faite parce que c'est en marche, et donc moi j'ai des réflexions autour de tout ça. Bon, d'abord les collections NFT comme la mienne. Oui, là de toute façon c'est pas en septembre, c'est maintenant qu'elle est en train de se passer la D-hype. J'aime bien ce terme. Donc là, bon bah voilà, l'Ether s'est pris une énorme gamelle. Les collections NFT aussi, il y a de l'ordre d'une baisse de 30, 40, 50% du prix, même des énormes collections. Vraiment, le lancement des lends de Bored Apes, Otherside, a été vraiment la dernière grosse collection qui a réussi à vendre un beau drop. Voilà, un très très beau drop. C'est vrai que en termes de collection, comme on les a connus dans les années, dans l'année 2021, comme les collections Panda, ça commence à devenir de plus en plus compliqué d'imaginer des projets comme ça. En revanche, il y a des applications des NFT qui forcément vont persister. Je vois pas comment. Il y a une vraie invention d'un outil, d'un usage qui va persister. Évidemment, en termes artistiques, juste la dimension en fait du certificat d'authenticité digitalisé, ça c'est quelque chose qui sert à quelque chose, quoi. Ouais, c'est clair. Ça apporte beaucoup de valeur par rapport à un certificat traditionnel ou à une facture. Donc le fait d'avoir un certificat d'authentification, ça c'est quelque chose qui ne peut que durer. L'aspect royalties aussi, des mécaniques de redistribution et d'organisation de la de redistribution des royalties sur le long terme grâce au NFT, comme ce certificat de propriété qui va faire que je peux
très rapidement recevoir au second marché une partie de la vente parce que j'ai ce certificat qui prouve que je suis le propriétaire de historique de cette collection. Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant. Et moi, je crois énormément, et à mon avis, ça ne peut que durer. Donc c'est la partie gaming. Donc en fait, la métaverse, pour moi, n'est qu'une sous-partie, une sous-catégorie de ce monde du gaming qui est en train de réaliser quelque chose de très très important en disant aux joueurs, quand vous achetez des assets, des skins, des lands, des armes dans les jeux, eh bien, vous pouvez en être propriétaire. En fait, ce n'est pas le propriétaire du jeu qui est le garant de toute la redistribution et va récupérer toute la valeur des achats et des échanges. Grâce au NFT, vous êtes vraiment propriétaire de ces assets numériques, et donc il y a un second marché qui peut se mettre en place, et vous pouvez même revendre votre profil. Il y a énormément de personnes en fait qui accumulent de l'expérience, accumulent du temps passé, de l'engagement dans leur profil de jeu, et à un certain moment, ils ont envie de revendre leur profil. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait très très facilement grâce au NFT. Et à mon avis, le secteur, le média qui va être le plus impacté par ces notions-là, c'est évidemment le monde du gaming, et c'est celui-là que moi j'ai eu envie de creuser. Ok, c'est trop bien, t'as répondu à 2 questions en une. C'est quoi la next step pour toi du coup? La next step, c'est de réussir vraiment à donner une pérennité à ce projet NFT qui est Panda Dynasty. Je dis pas que je vais y arriver parce que c'est très très difficile, et vraiment j'ai des journées où je me dis que ça va être dur, mais en tout cas de réussir à donner une pérennité à une collection, non pas sur uniquement des mécaniques de Ponzi, c'est-à-dire que y a plus de gens qui en veulent que de gens qui veulent s'en débarrasser, mais quelque chose où les gens vont vraiment trouver une valeur à l'utilisation de la NFT dans un univers de gaming. Ça, c'est ce qui m'intéresse, et c'est les sujets que je travaille au quotidien. Et du coup, tu t'intéresses à l'aspect métaverse? Est-ce que Panda Dynasty pourrait être intégré à Sandbox un jour, ou avoir une utilité dans The Sandbox ou dans un monde virtuel et qui pourrait émerger au milieu des autres? En fait, pour moi, Sandbox, c'est un projet absolument génial. Pourquoi? Parce qu'il intègre 2 choses. D'abord, il intègre une utilité des NFT. C'est-à-dire que j'achète un avatar. Je dis pas que les prix qu'on connaît sont raisonnables, mais je dis que l'usage est intéressant. Donc, ils ont réussi 2 choses. D'abord, ils ont réussi à offrir une utilité aux NFT, aux avatars, ou même aux objets qu'on peut créer et qu'on peut intégrer dans cette métaverse-là. Et la deuxième chose où ils ont été très forts, c'est cette notion d'écosystème et entre guillemets d'interopérabilité, c'est-à-dire que des NFT d'autres collections peuvent être intégrés à l'intérieur de Sandbox. Ça, c'est génial. Mais disons que pour moi, de mon point de vue, c'est un jeu. C'est un jeu à univers clos. Moi, à mon échelle, je voudrais créer quelque chose qui ressemble à ça dans les principes, pas du tout dans l'univers, pas du tout dans les codes, mais en tout cas dans le principe. On a parlé, par exemple, de Paraverse pour un jeu comme AAV Gochi. C'est-à-dire que c'est une série de mini-jeux dans lesquels vous pouvez utiliser vos NFT, mais qui sont pas connectés à d'autres projets d'univers virtuel comme The Sandbox. Moi, j'aimerais créer ça. J'aimerais il y a une évolution à chaque jeu suivant, c'est ça? Exactement. En fait, c'est c'est ce que je suis en train de créer moi. C'est-à-dire que c'est une série de mini-jeux, une série de jeux hyper casual, donc facile à intégrer. Voilà, facile de rentrer dans ces jeux-là. Mais à chaque fois dans ces mini-jeux, vous pouvez utiliser vos pandas, vous pouvez utiliser des NFT complémentaires, donc ça peut être des armes, ça peut être des accessoires, ça peut être des véhicules. Par exemple, on est en train de parler d'un jeu d'avion, et donc là l'idée c'est vraiment que les gens vont pouvoir générer leur avion et ensuite utiliser leur panda dans l'avion, dans mes mini-jeux. Donc voilà, j'essaie vraiment de créer l'univers de toutes pièces plutôt que de m'intégrer dans d'autres projets qui peuvent être géniaux, je critique pas du tout Sandbox parce que c'est un truc absolument dingue avec une avance incroyable, mais disons que à mon échelle, j'aimerais vraiment créer quelque chose de toute pièce dans lesquels les détenteurs de pandas vont pouvoir utiliser tous les assets qu'on leur envoie régulièrement. Ok, très clair.
Dernière question, est-ce qu'il y a quelqu'un que t'aimerais entendre sur ce podcast? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'univers Web3 qui t'inspire et tu te dis ce serait intéressant d'avoir une interview de ce mec-là? Ou de cette meuf-là? C'est une bonne question. Moi, j'ai entendu beaucoup de podcasts hyper intéressants. Je trouve que Nicolas Julia de Soar, c'est vraiment une flèche qui a créé un truc incroyable de toutes pièces et qui est absolument passionnant. Il y a aussi, c'est un projet plus original que tu pourrais interviewer et que à mon avis tu connais pas. C'est Adrien Duhermael, qui est un CTO. Un ex-CTO de The Sandbox qui a créé un projet incroyable de métaverse de gaming qui s'appelle Cubes. Donc en fait c'est une métaverse qui est en fait un intermédiaire entre The Sandbox et Roblox par exemple. Donc c'est un univers qui est pas no code, c'est un univers code et il est en train de créer une communauté de développeurs Web3 pour créer une série de mini-jeux dans des univers aussi voxels, donc c'est-à-dire sur des cubes en 3D. Et il a un projet incroyable et c'est intéressant d'aller discuter, de voir sa vision Web3. Trop bien. Et ben on note. Écoute, merci beaucoup Gabriel, t'as répondu à toutes mes questions sans que j'ai eu besoin d'en poser certaines. Donc c'est top. Je te souhaite plein de réussites pour la suite. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir accordé du temps. Surtout. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Antoine.